Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une. Ce soir, journée africaine de lutte contre la corruption. L'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio a servi de cadre pour la célébration. Au menu des échanges, les mécanismes pour la protection des lanceurs d'alerte. Rencontre de l'OFNAC qui a vu la participation des étudiants à suivre le compte-rendu de Babacar Seck. L'actualité, c'est également cette série de déguerpissements après Kermassar et Koloban. Hier, les marchands ambulants et tabliers de Sandaga ont été déguerpis, ce qui a suscité l'ire des commerçants. Des affrontements ont eu lieu. Au lendemain, c'est le calme plat. Retour sur les lieux avec Mam Seynabou Babou dans cette édition. Approvisionnement en eau potable à Touba, le directeur général de l'Office des forages ruraux a visité les chantiers. Les travaux avancent à grands pas. Ahmed Ndiaye rassure la population. Les travaux seront livrés avant la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul le 18 Safar 2024. Et puis, coopération Russie-Sénégal, lancement de la Chambre de commerce et d'investissement Afrique-Russie et Eurasie. Dakar fera office de première chambre. Lancement à l'occasion de la visite du vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mikhail Bagdanov, à Dakar depuis hier. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Célébration à l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio de la journée africaine de lutte contre la corruption et des échanges entre l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et les étudiants ont tourné autour des mécanismes pour la protection des lanceurs d'alerte. On fait le point avec Babacar Seck. La 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption a été célébrée sous le thème « Mécanisme efficace de protection des lanceurs d'alerte, un outil essentiel de la lutte contre la corruption ». Le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption souligne l'importance de cette thématique. Mais de façon générale, c'est que ce sont des personnes très utiles qui, au péril de leur vie, au péril de leur carrière professionnelle, décident, au moment où tout le monde se tait, de dénoncer le fléau qu'est la corruption. Donc c'est sûr que des mécanismes solides de protection découleront des textes que M. le Président de la République soumettra, bien entendu, à l'Assemblée nationale pour vote. Avant même l'adoption de cette loi, nous avons mis des mécanismes qui protègent bien les lanceurs d'alerte, parce que nous permettons, et la loi permet à toute personne qui veut dénoncer un fait de le dénoncer. S'il le veut de façon anonyme, s'il le veut, c'est par appel téléphonique sur notre numéro vert. S'il le veut, c'est par plainte. Mais en tout état de cause, l'OFNAC a toujours protégé l'identité des lanceurs d'alerte et a encouragé cette pratique qui est très salvatrice. L'OFNAC se félicite des déclarations de patrimoine de tout le gouvernement et invite les autres que la loi énumère à faire de même. Je crois que cette phase, nous saluons l'engouement de tous les ministres, de M. le Premier ministre, de l'ensemble des membres de son gouvernement qui ont procédé à leur déclaration de patrimoine. Et nous invitons maintenant les autres assujettis, qu'ils soient des directeurs généraux ou d'autres personnalités que la loi énumère, de venir faire de même. En tout cas, le ton a été très bien donné par le gouvernement. Oui, ça bouge. Les gens sont venus, les membres de l'ancien gouvernement sont en train de venir faire leur déclaration de sortie, comme ils le disent, et à ce rythme aussi, on est en train de suivre. Selon Serigne Bassirou Gueye, la situation de la lutte contre la corruption au Sénégal est satisfaisante avec l'adoption de nouvelles lois qui donnent plus de pouvoir à l'OFNAC. Babacar Seck, atelier ce matin sur le lancement d'un programme d'accompagnement et de formation en éducation financière pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, une initiative du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. L'objectif visé à renforcer la capacité des acteurs de l'économie sociale et solidaire à prendre des décisions financières éclairées en adoptant les bons réflexes en finance. Le ministre Aliou John, que je vous propose de suivre au micro de Elisabeth Tine.
Lancer la première action du dispositif mis en place par mon département pour renforcer les capacités des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont été dûment agréés conformément aux dispositions de la loi. À la suite des remises des agréments ESS le mois dernier, nous avons mis en place au niveau de mon département un dispositif d'accompagnement non financier et financier, notamment des formations en éducation financière, des formations métiers qui précèdent les financements réservés à des projets dont l'impact économique est certain, notamment en termes d'emploi et de renforcement du produit intérieur brut. Ce dispositif entre dans le cadre de la stratégie de financement ciblé que j'ai lancée récemment, qui est une nouvelle orientation stratégique dont la finalité est le développement économique et social durable pour un Sénégal prospère avec le plein emploi productif, un travail décent pour tous et une réduction de la pauvreté sous toutes ses formes. Atelier d'échange sur le foncier à Thiès au menu de la rencontre entre le médiateur de la République et les éleveurs, l'application de la loi agro-silvopastorale, les conflits entre éleveurs et agriculteurs et les délimitations des espaces pastoraux, mais également l'application de la réforme du code pastoral. Les précisions de Isidore Alexandre Sen. L'atelier fait suite à la rencontre de Dakar au mois de mai dernier autour du médiateur de la République. Les organisations d'éleveurs attendent la révision et l'application du code pastoral. On a examiné tous les problèmes qui existent entre les éleveurs et les agriculteurs. Vous entendez même pas 10 jours, il y a un mort d'homme à Kaffrine. Pour nous, c'est grave. La solution, c'est impliquer les éleveurs et aussi appliquer les textes. Une loi est faite pour être appliquée. Le médiateur de la République a bonne foi de la volonté des nouvelles autorités. L'autorité gouvernementale nous a déjà précédés parce que j'entends dire que déjà, instruction a été donnée au niveau des différents ministères d'élaborer tous les décrets d'application des lois. Pour qu'un état de droit existe réellement, il faut une séparation des pouvoirs. Ça existe. Il faut une égalité devant la loi, ça existe. Disons au plan principiel. On ne peut pas le faire quand la loi ne peut pas trouver application parce faute d'un décret. Revoir l'occupation des sols aiderait à contenir les conflits, ajoute le médiateur de la République. Les pasteurs qui ont une spécificité, qui pratiquent le foncier tout autant que les agriculteurs, mais d'une manière plus ou moins plus difficile parce que c'est à eux qu'il faut créer des espaces de conduite du bétail et des espaces de pâturage. Toutes choses qui font défaut dans l'aménagement des sols et dans l'occupation des sols au Sénégal. Adoptée en 2004, la loi d'orientation agro-silvopastorale avait prévu des axes de réforme confiés à la Commission nationale de réforme du droit foncier. Toutefois, la médiature note un nombre important de réclamations qui renseignent sur la problématique. Isidore Alexandre Sen, approvisionnement en eau potable, je vous l'annonçais dans les titres, le directeur général de l'Office des forages ruraux était à Touba pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'adduction d'eau potable. Ahmed Ndiaye rassure les populations impactées par les pénuries d'eau. Les travaux seront bouclés avant la célébration du 18 Safar prévue au mois d'août, selon le directeur général de l'OFOR. Le voici au micro de Gorandaklo. Très satisfait de l'avancement de ces travaux. Je viens de visiter les travaux de cabine de pompage de Darou Khafor. Donc l'entrepreneur nous a promis que dans les 15 jours ça sera réalisé. Et le raccordement du forage de héliport aussi, dans les 15 jours ça sera réalisé. Et là j'étais venu voir un des réservoirs les plus importants de Touba, de 6000 m3, de voir aussi l'état d'avancement.
L'entreprise aussi a assuré que d'ici le Magal, le réservoir pourra être distribué correctement de l'eau pour les camions citernes et dans les quartiers environnants. On a identifié les 10 forages les plus critiques de Touba où la télésurveillance sera faite. Donc ce qui nous permettra, nous allons prendre toutes les dispositions pour que quand il y a des difficultés, qu'on puisse intervenir. À ce sens, donc, il y a des colonnes en inox qui seront mises en place sur les forages qui ont une baisse de débit. Mais tout ça, maintenant, derrière, avec une équipe, renforcement d'équipe en cas de difficulté, que les gens puissent intervenir. On mettra à la disposition 2 camions grues et suffisamment de stock de pompes pour qu'en cas de difficulté, que les gens puissent intervenir. En tout cas, c'est l'occasion de rassurer la population de Touba. Il n'y aura pas un problème d'eau. Donc l'eau sera à suffisance. Maintenant, ça demande une organisation. Donc les concessions, qu'ils prennent tous leurs bassins de stockage qui soient remplis. L'OFOR mettra à leur disposition des camions de citerne 20 jours avant le Magal pour que les bassins de stockage puissent être remplis et ainsi que tout autre récipient qui peut contenir de l'eau. Amat Ndiaye, directeur général de l'OFOR, parlons à présent des opérations de déguerpissement entamées par les autorités après Kermassar et Koloban hier. C'était au tour des ambulants du marché à Sandaga. Sur place, la tension était vive entre marchands ambulants et agents de la mairie de Dakar Plateau. Au lendemain des affrontements, retour sur les lieux, le calme est revenu ce matin. Mamsene Boubabou y a fait un tour reportage. Après les violentes manifestations sur le calme au marché Sandaga, des voitures de police stationnées aux alentours. À côté, les marchands ambulants attendent la fin des discussions pour redémarrer leurs activités. Ce marchand ambulant exprime son ressenti. La tension était vraiment vive hier. D'ailleurs, c'est pourquoi les policiers sont toujours là. Si nous vendons dans la rue, c'est parce que nous n'avons pas le choix. Malheureusement, nous n'avons pas de magasin. Si nous avons un centre commercial, nous allons quitter ces lieux. Il est élève en classe de terminale l'année prochaine. Il a quitté Réfane pour venir à Dakar faire du commerce afin de pouvoir se payer ses fournitures à la rentrée des classes. Ce qui s'est passé est vraiment mal pour nous. Ça nous fait mal au Barkéal. Parce que des jeunes qui veulent travailler et déménager comme ça, là, ça c'est pas normal. Ça fait mal. Je suis élève. L'année prochaine, je ferai la classe de terminale S. Et moi, je travaille ici pour acheter mes fournitures. Tant que le centre commercial n'est pas prêt, il ne compte pas quitter les lieux. Khadim Faye se plaint du comportement des agents de la municipalité. Nous sommes vraiment déçus des agents de la mairie. C'est la première fois que nous assistons à ce genre d'affrontement dans ce marché. Cela fait des années que nous sommes là. Les agents viennent et veulent nous imposer un rapport de force. Cela ne marchera pas avec nous. Tristes et désemparés, les marchands ambulants se sentent impuissants face à cette situation. Ils demandent aux autorités de les aider au moins à trouver des magasins pour qu'ils puissent continuer leur commerce. Mamsene Boubabou, les 100 jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, 3 mois à la tête du pays. Les nouvelles autorités ont pris des initiatives et parmi ces initiatives, les journées de nettoiement, Setal Sunu Gor et des Sénégalais font le bilan de ces journées. Reportage Mamadou Dia. Les journées de nettoiement Setal Sunu Gor, l'un des premiers jalons du président de la République après son élection à la tête du pays. Des coups de pelle et balais le premier samedi de chaque mois afin de rendre propre le pays. Ndeysen, elle expose des pagnes tissées aux alentours de l'avenue Cheikh Béthio à Mermoz, originaire de Diourbel. Elle épouse l'idée. Je veux participer à l'action comme tout le monde. C'est pour un cadre de vie idéal. Si on peut ne pas balayer aussi, il ne faut pas salir. C'est pour le bien de tous. La propreté, un comportement individuel avant d'être un acte civique. Aux yeux de Youssouf Fati, pour ce chauffeur, tout le monde doit répondre à cet appel sans aucune coloration politique. D'abord, ci sa
La propreté, c'est d'abord individuel. Cette initiative du président de la République doit interpeller tout le monde. Il faut se joindre à l'acte et ignorer les appartenances politiques. Un acte salutaire selon Elhadj Mahfous Ndiaye, technicien en sécurité électronique. Par ailleurs, il dénonce et demande à certains étrangers au Sénégal de revoir leur comportement. Il faut que nous aussi, Sénégalais, nous aussi, les patrons, qu'on puisse dénoncer ça pour qu'on puisse aider l'État. Et je sais que ce ne sera pas facile, mais il faut qu'on le fasse. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est partout dans le monde. Si on veut faire avancer, il faut qu'on puisse dénoncer, qu'on puisse mettre la main dans la main et qu'on puisse avancer ensemble. Avancer ensemble et arrêter de jeter par terre, selon Youssouf Fati. Ce n'est vraiment pas civique, les sachets et les ordures qu'on jette par terre. Ce n'est pas joli. Dès son arrivée au pouvoir, le président de la République initie les journées de nettoiement sur l'ensemble du territoire national, le premier samedi de chaque mois. Mamadou Dian, 100 jours très rassurants de Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir. Le qualificatif du ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Sarré, salue le travail des nouvelles autorités. Selon lui, la prochaine étape, la souveraineté économique. Moustapha Sarré est joint par Papa Lunsara. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils sont rassurants. C'est 100 jours très rassurants, puisque les premiers pas effectués par l'actuel gouvernement sont des pas qui nous montrent là où il veut mener ce pays-là. Vous avez dû voir que dans tous les domaines, des décisions majeures ont été prises, notamment sur le plan institutionnel avec la convocation des assises de la justice, sur le plan également économique, la campagne agricole, la façon dont on l'a menée, et sur les autres plans également de notre économie, on a vu que le gouvernement a franchi des pas très rassurants. Et ce sont les 100 premiers jours que je considère comme étant très, très rassurants. Et quelles sont les perspectives? Les perspectives sont très claires. Nous avons présenté aux Sénégalais un projet qu'ils ont plébiscité le 24 mars 2024 de la façon la plus éclatante. À terme, ce que nous voulons, c'est justement changer totalement le visage de notre pays dans tous les domaines. De changer surtout dans le domaine de l'économie. Rufisque, première édition des activités du troisième âge, le conseil départemental des aînés demande une meilleure implication dans la gestion du pays. Selon des membres, ils ont un rôle prépondérant à jouer pour le développement du Sénégal. Babacar Seck. Le conseil départemental des aînés de Rufisque attire l'attention des autorités sur l'importance de cette tranche d'âge dans la bonne marche du pays. Ils se sentent exclus, selon eux. Deux couches sont interpellées dans le cadre du développement du pays, les femmes et les jeunes. Et les femmes et les jeunes viennent des ménages dont nous portons depuis des années. Mais nous dénonçons cette manière de nous exclure. Mais est-ce qu'il est indiqué d'avoir sur la route du développement, de mettre en rade des ressources humaines remplies de sagesse, de qualité, qui ont vécu l'expérience et la compétence? On les met effectivement sur les bas du trottoir et on veut développer. Qu'est-ce qu'on aura à développer, chers compatriotes, chers cadets? Depuis que nous sommes installés, pas de siège, pas de véhicule, pas d'appui financier. Pour service rendu à l'école sénégalaise, l'ancienne maire et ministre Ngoné Ndoye a été honorée par le Conseil des aînés pour les actions menées dans la promotion de l'égalité des chances. Tout le monde le sait maintenant, la gratuité des fournitures et l'uniforme à l'école était notre idée en 2002 déjà. 22 ans après, le Conseil des aînés a pensé convoquer l'histoire pour parler de l'égalité des chances, afin que les enfants de pauvres ne soient plus discriminés, mais parler de l'égalité des chances pour la présence de l'État à côté des enfants, rappeler le phénomène de la nation à ses potaches, qui demain choisiront plus de rendre l'appareil à l'État plutôt que de le quitter pour la migration irrégulière.
Le ministre de l'Éducation nationale, présent à la cérémonie, a fait une communication sur l'importance des aînés, un pilier important dans l'éducation. Babacar Seck, démarrage aujourd'hui de la 16e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique de l'Ouest, une rencontre de 2 jours, les 11 et 12 juillet 2024, avec la participation de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, le ministère de la Communication et les représentants de la CEDEAO. On fait le point avec notre reporter Aïssa Touka. À travers la réalité virtuelle, la robotique avancée, l'intelligence artificielle, le Sénégal réitère sa volonté de s'approprier les technologies pour faire partie des pays développés. Ces technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique avancée et l'intelligence artificielle peuvent remodeler des secteurs entiers et bouleverser les modèles économiques. Les pays de la sous-région doivent donc s'en emparer. Elles permettront de résoudre des problématiques complexes et d'optimiser des ressources, stimuler l'innovation à une échelle sans précédent. Ensemble, nous allons bâtir un avenir où ces technologies soutiennent une croissance économique et améliore la qualité de vie de nos concitoyens. L'éducation, la santé ou même l'agriculture, le ministre de la Communication veut s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour régler tous les problèmes. Aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, le développement des technologies structurantes telles que l'intelligence artificielle, nous permet de régler un certain nombre de problématiques au Sénégal. Et le gouvernement du Sénégal compte beaucoup sur l'écosystème, mais surtout sur sa jeunesse. Nous avons la possibilité de régler définitivement nos problèmes liés à la santé. Nous avons la possibilité de régler définitivement nos problèmes liés à l'agriculture, qui, vous le savez, est un problème fondamental pour le Sénégal. Nous avons la possibilité, avec l'intelligence artificielle, de régler nos problèmes en matière d'éducation. Le ministre renouvelle par la même occasion son engagement à assurer une connectivité exhaustive partout au Sénégal. L'équité numérique, encore une fois, ça doit être une réalité dans ce pays. Il est hors de question que les gens de Dakar puissent bénéficier de l'Internet avec des technologies structurantes et innovantes et qu'à Fongolemi, on n'arrive même pas à se connecter. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, on a beau mettre toutes les stratégies du monde. Nous avons beau avoir tous les experts du monde. Tout ce qu'on fait à la fin de la journée, on le fait au profit des populations. Et les populations, il n'y a pas de population de seconde zone et de première zone. Nous devons avoir la possibilité de pouvoir connecter le Sénégal à travers ces technologies. Et l'État du Sénégal, encore une fois, va s'engager à le faire parce qu'on a beau développer l'IA, si on n'a pas de données de qualité, si nous n'avons pas des personnes capables de pouvoir s'en approprier, tout ce qu'on aura fait à la fin de la journée ne servirait pas à grand-chose. La rencontre qui s'est poursuivie avec une série de recommandations fera la promotion des politiques pour renforcer les capacités en matière de gouvernance d'Internet en Afrique de l'Ouest. Coopération Russie-Sénégal, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mikhail Bagdanov, à Dakar depuis hier. Une visite qui entre dans le cadre de l'élargissement des relations de coopération entre le Sénégal et la Russie. Le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique est d'avis que la Russie est un partenaire viable du Sénégal. Voici au micro de Alassane Samba Diop. Malgré les conditions actuelles difficiles pour l'activité économique, donc la Russie reste un partenaire commercial viable du Sénégal. Et on est sûr que le Sénégal reste attrayant pour les entreprises russes, tout d'abord en raison de sa stabilité politique, ainsi que du large éventail de préférences que la République offre aux investisseurs étrangers. Ainsi, le renforcement de la coopération avec le Sénégal et l'ouverture de co-entreprises dans ce pays permettront aux entreprises russes de pénétrer non seulement sur les marchés de la sous-région, mais aussi à long terme
de commercer avec l'ensemble de l'Afrique. La Fédération de Russie parvient actuellement à maintenir un niveau élevé de chiffre d'affaires avec le Sénégal. Il semble que la tâche prioritaire aujourd'hui n'est pas tant d'augmenter encore les indicateurs des échanges commerciaux, mais plutôt d'opérer un changement qualitatif dans notre coopération en faveur de la composante investissement. L'investissement est avant tout une question de confiance. À mon avis, la mission principale de la Chambre de commerce et d'investissement Russie-Afrique-Eurasie qui s'ouvre aujourd'hui est d'aider les entreprises sénégalaises, africaines et russes à établir des relations stables et de confiance pour la mise en œuvre de projets d'investissement conjoints. Pour conclure, je voudrais bien souhaiter aux organisateurs et aux membres de la Chambre qui s'ouvre aujourd'hui beaucoup de succès dans cette tâche difficile, mais très nécessaire. La Fédération de Russie parvient actuellement à maintenir un niveau. Par la même occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a procédé au lancement de la Chambre de commerce et d'investissement d'Afrique Russie-Eurasie à Dakar fera office de première chambre et va servir de hub avec comme objectif faire rayonner vers d'autres chambres en Afrique et Eurasie. Écoutons respectivement Karim Harati, il est le président de la Chambre de commerce et d'investissement Afrique-Russie, et Yassine Fall, ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Ils sont au micro d'Alassane Samba Diop. Cette chambre de commerce ouverte à Dakar sera le business hub ou plateforme des affaires entre l'Afrique, la Russie, l'Eurasie. Nous comptons faire de ce lieu un centre d'incubation, laboratoire d'idées, de projets pour accompagner les investisseurs. Nous travaillerons en symbiose avec l'ensemble des bureaux économiques et ambassades africaines accréditées à Dakar, des chambres économiques, des associations patronales ainsi que de leur gouvernement. Excellence, Madame le ministre, je vous renouvelle ma plus profonde gratitude et mes sincères remerciements. Qu'il vous plaise également de bien vouloir transmettre nos remerciements aux autorités sénégalaises, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre Ousmane Sonko. Je renouvelle ma fraternité et toute mon affection à M. Mikhail Bogdanov, qui a bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie malgré son agenda très chargé. Je ne saurais terminer ce discours sans adresser mes chaleureuses félicitations et remerciements fraternels à M. Dimitri Kourakov, ambassadeur de la Fédération de Russie, et mon cher ami pour son engagement sans faille, pour tous ses efforts et contributions à hisser fort le drapeau Russie-Afrique. Mais au-delà du symbolisme, cette cérémonie d'inauguration est empreinte de pragmatisme, en ce qu'elle ouvre un nouveau champ de possibilités dans les relations entre la Russie et l'Afrique. C'est donc avec enthousiasme que le Sénégal accueille la première chambre de commerce d'investissement en Afrique, Russie, Eurasie du continent africain. Cette évolution notoire témoigne, si besoin en est, de la qualité de nos relations de coopération et du désir de renforcer les relations économiques commerciales entre le Sénégal et la Russie, surtout dans le domaine des investissements. L'espoir est donc permis de voir cette nouvelle maison contribuer à rehausser significativement le niveau de nos liens économiques et commerciaux, notamment par le canal des chambres consulaires. Il s'agit en outre d'approfondir la relation entre l'Afrique et l'Eurasie en enseignant à cette chambre un rôle d'animateur dans la communauté d'hommes d'affaires sénégalais et russes, mais aussi en accompagnant les entreprises russes désireuses d'investir au Sénégal. Le commerce entre l'Afrique et la Russie est plutôt faible, environ 14 milliards de dollars, comparé aux échanges entre l'Afrique et d'autres parties du monde. En dépit des efforts et des engagements pris lors du sommet de Sochi en 2019 de doubler le volume des échanges sur une période de 5 ans, aujourd'hui la tendance est plutôt baissière à moins de 30%.
Du sport à présent, football, finale Coupe du Sénégal en prélude à cette rencontre prévue le 13 juillet 2024 au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, match qui va opposer l'équipe de Mbour Petite Côte à l'Académie des férus de football de Louga. Mbour Petite Côte a organisé un open press. Le président du club se dit fier d'avoir eu à jouer 4 finales en 10 ans. Mbaye Diouf Diak, voici au micro de Mountaga. Un sentiment de fierté, parce que quand même une équipe de Mbour quand même, qui a fait 4 fois la finale. En 2010, nous avons gagné contre l'US Gorée. En 2011, nous avons perdu contre le Casa Sport. En 2017, nous avons gagné contre, pour une fois, 2 équipes d'une même ville, le stade de Mbour, nous avons gagné 1-0. Et en 2024, on revient en finale. Ça veut dire que c'est une fierté pour un président d'avoir quand même, sur ces 10 dernières années, d'avoir joué 4 finales. C'était pas facile. Nous en avons gagné 2, nous en avons perdu 1. Je crois que c'est une fierté qui nous anime tous et ça s'est reflété au niveau de l'ensemble de la ville de Mbour. Vous avez vu les supporters en prix, les meilleurs du monde pratiquement, je dirais les meilleurs de Mbour, le stade de Mbour qui est avec nous aujourd'hui, qui nous accompagne, accompagné de nos supporters. Je crois qu'avec le président du district qui est là également, parce que Mbour, il faut le rappeler, nous avons un district qui est pratiquement 2 fois plus fort que 10 à 11 régions. Donc ça veut dire que nous avons bien travaillé au niveau local et le département mérite d'aller en finale. Et nous y reviendrons probablement. Pourquoi on s'est battu pour être en finale aujourd'hui? C'est une fierté de tout le département, mais surtout de toute la région de Thiès, parce que la Coupe du Sénégal, pour une fois, va opposer 2 équipes amateurs qui vont se confronter au stade Abdoulaye Wade. Et c'est un honneur d'abord du football amateur et c'est un honneur également à l'ensemble de tous les footballeurs. Et c'est cette note de sport qui siffle la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.